La vérité en face. Il est 9h34, la vérité en face. La démocratie perd-t-elle du terrain? On met des pièges dans les phrases. Abdenour Bidar est avec nous. Bonjour, bienvenue. Vous êtes philosophe et essayiste, auteur de ce livre « Démocratie en danger » aux éditions des Liens qui libèrent. 7 questions. 10 questions, exactement. 10 questions. Abdenour Bidar, je pense que tout le monde devrait lire votre livre. Parce qu'en plus, c'est un petit livre, il est accessible. Vous écrivez tellement que vous avez voulu écrire aussi ces 10 questions. Et finalement, si je devais résumer, c'est le prix que nous avons payé en termes de privation de liberté pendant cette crise du Covid, c'est ça. Est-ce qu'il est justifié? Et est-ce que c'est en train de remettre en cause notre démocratie? C'est un peu le résumé de vos 10 questions. C'est très bien résumé, c'est la question de la proportionnalité. C'est-à-dire que, évidemment, on a eu affaire à une crise, évidemment, on a eu affaire à une pandémie, mais est-ce qu'on a réagi de façon juste ou est-ce qu'on a surréagi? Donc c'est la question de la proportionnalité, c'est-à-dire de l'ajustement, de la réponse politique à cette menace sanitaire. Et tout le monde a l'air de trouver que oui. Eh ben moi je trouve que non. Et je réclame le débat. Je réclame plus exactement le temps du débat, plus exactement même le temps du bilan critique. Alors le temps du débat, sur quoi? Sur la façon dont on a agi dès le début, c'est-à-dire avec le confinement, les personnes âgées, impossible d'aller les voir dans les EHPAD, c'est ça, sur toutes ces mesures? C'est-à-dire qu'on a touché tout simplement à des libertés fondamentales, on a touché à des droits sacrés, on a touché à des devoirs sacrés. C'est-à-dire que par exemple l'impossibilité d'aller visiter les anciens dans les EHPAD, l'impossibilité d'aller visiter les malades, l'impossibilité d'aller visiter les mourants dans un certain nombre de services qui étaient complètement fermés. Là, on touche à quelque chose qui, anthropologiquement, est extrêmement important, humainement est extrêmement important. C'est-à-dire que quand on se prive, nous, les êtres humains, de ce que je viens d'appeler des droits et des devoirs sacrés, on touche à quelque chose dont on peut se demander si effectivement ce n'est pas un prix à payer trop important pour la sécurité sanitaire, d'autant plus que, parce que j'entends tout le temps l'argument qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Bah oui, il y a certains qui vont vous dire bah oui, mais on avait une menace d'une épidémie, d'une pandémie, on ne connaissait pas précisément la portée. On aurait pu faire un immense exercice de démocratie réelle, un immense exercice de responsabilisation des citoyens. La Suède l'a fait par exemple, la Suède a refusé de confiner, la Suède refusant de confiner n'a pas eu davantage de morts proportionnellement que la France. Mais non, nous avons fait le choix de mesures radicales et je pense qu'il faut aujourd'hui, dans ce temps où on peut prendre enfin du recul, prendre la mesure de la radicalité de la gestion politique de la crise et se poser des questions. Nous, en tant que citoyens, je lance un appel dans ce livre, en tant que citoyens, il faut qu'on se réapproprie l'événement. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'où on est allé? Est-ce qu'on n'a pas été trop loin? Et est-ce qu'on n'a pas mis en péril, ce faisant, notre démocratie? Parce que, souvenez-vous, juste avant la crise, le repoussoir de la démocratie, qu'est-ce que c'était? C'était la Chine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le repoussoir, c'était la société de contrôle. Eh bien, on a fait exactement la même chose. Et moi, si j'étais chinois aujourd'hui et si je voulais rire au nez des démocraties occidentales, eh bien, je choisirais cet argument. Je dirais, mais en réalité, vous avez fait exactement la même chose que nous. Donc je suis désolé de le dire, mais moi il me semble que le grand risque auquel on s'est exposé pendant cette période, c'est d'avoir été inféodé, rattrapé par l'emprise du modèle, ou plutôt du contre-modèle chinois, ou alors... Mais c'est pas nous, ça c'est pas les Français. C'est pas antidogmatique. Les Français, comme toujours en situation de crise, la plupart restent d'une docilité absolument admirable. Et il y a simplement quelques voix qui s'élèvent pour essayer de manifester un sens critique. Et moi aussi, ce qui m'a vraiment... Mais il n'y avait pas le droit de critiquer, d'ailleurs. Justement, vous posez une question autour de ça, quoi. Tout à fait, bien entendu. Ça, c'est une question majeure. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? La démocratie, c'est l'acceptation de la diversité ou de l'altérité des opinions et la confrontation des idées. La démocratie, c'est on n'est pas d'accord. Mais ça veut dire qu'on a le droit de ne pas être d'accord. Et ce qui a été remarquable, enfin entre guillemets, pendant la période, ou plutôt épouvantable, c'est qu'on n'avait plus le droit de ne pas être d'accord. Il fallait absolument, face à l'ampleur de la menace, accepter sans rien dire toutes les restrictions de liberté et toutes les conséquences qui vont avec. Et moi, je parle de séquelles, parce qu'il va y avoir des séquelles. Quel niveau là Vous l'avez évoqué tout à l'heure, la question de la fraternité.
qu'est-ce qu'elle est devenue, la fraternité? On a été confinés pendant des mois et des mois, à plusieurs reprises. Notre vie associative a été littéralement fusillée. Le lien à l'autre a été très gravement endommagé. On nous a dit pendant la crise, protégez-vous les uns les autres. Oui, en réalité, c'est l'injonction paradoxale, c'est protégez-vous les uns des autres, avec l'idée que l'autre est un danger. Donc comment est-ce que vous voulez créer de la responsabilité, créer de l'empathie, donc créer de la fraternité, en créant de la peur, c'est-à-dire en faisant se représenter l'autre comme une menace ou un danger. Donc comment est-ce que l'empathie peut naître de la peur? Comment est-ce que la fraternité peut naître de la représentation de l'autre comme danger? Moi, je pense que ça représente une vraie violence psychologique. Mais Abdenour Bidar, pardon, c'est pas très populaire ce que je veux dire, mais on est aussi un peu responsable. C'est-à-dire qu'on s'est quand même laissé, on s'est laissé embarquer dans un truc, dans ce glissement d'une société tout à fait. Bon, les circonstances atténuantes pour les uns et les autres, les citoyens et les politiques. Ouais. Il y avait une urgence, d'accord. Il y avait une urgence, et puis nos neurones étaient, on va dire, bloqués par la peur. Une peur généralisée, ça aussi, il faut le mettre en question. Le climat qui s'est installé, le climat de psychose collective. Anxiogène total. Ouais. Anxiogène total. Bon, admettons, on a tous complètement flippé et ça a bloqué nos neurones. Mais maintenant, effectivement, il y a une responsabilité citoyenne, c'est-à-dire il faut qu'on se réapproprie l'événement. Et aussi, pas seulement qu'on se le réapproprie, mais qu'on se réconcilie. Parce que c'est une crise dont un dommage collatéral énorme a été de diviser. On a tous vu ça au plus près de nous. Ça a divisé dans les couples, ça a divisé dans les familles. Il y a des gens qui n'arrivent plus à se parler. Donc il va y avoir des séquelles de tout cela si on ne fait pas un travail qui est un travail de réappropriation par les citoyens. Pendant un temps, on a donné les pleins pouvoirs à l'exécutif. L'Assemblée elle-même, pendant la période, s'est inquiétée. On avait utilisé le mot de guerre. On avait utilisé le mot de guerre. Donc il faut que le débat démocratique s'en réempare. Donc moi j'attends un grand débat. Et là, de ce point de vue-là, quand même, excusez-moi, mais là aussi un truc qui me paraît ahurissant. L'élection présidentielle est arrivée. Ce qui nous était arrivé pendant 2 ans, qui a été sans précédent en termes de bouleversement de nos vies privées, sociales, professionnelles, absent du débat. Moi je trouve que c'est pas normal. Voilà. Et ensuite, l'Ukraine est arrivée, la guerre en Ukraine est arrivée, l'actualité a poursuivi sa course complètement folle, et plus rien. Donc le temps est venu, et c'est la vocation du bouquin, Démocratie en danger. Réfléchissons, 10 questions clés, il faut qu'on se réapproprie quelque chose. Non seulement qu'on se le réapproprie, mais qu'on se réconcilie et qu'on répare. Le temps de la réparation. Oui. Allez, on continue d'en parler avec vous, avec Démocratie en danger. 10 questions sur la crise sanitaire et ses conséquences. Abdenour Bidar. Et vous, 0826 300 300. Vous avez envie de poser des questions directes sur ces 10 questions. Vous avez des idées peut-être à apporter. Oui. N'hésitez pas, vos contributions. C'est ça la démocratie. Parlons vrai sur Sud Radio. Elle est là, on se retrouve dans un instant. Sur Sud Radio. Allez. À tout de suite. La vérité en face. 9h46, merci d'être avec nous. La vérité en face, la démocratie perd-elle du terrain? Sommes-nous dans une future société disciplinaire? On en parle avec Abdenour Bidar, philosophe et essayiste et auteur de ce livre, Démocratie en danger, aux éditions des Liens qui libèrent. Oui, et toutes les questions que vous posez, ces 10 questions, c'est d'essayer de prendre un tout petit peu de recul par rapport à ce que l'on a vécu pour se dire, est-ce qu'on est allé trop loin, trop vite, pourquoi et comment construire l'avenir. Et voilà, et demain... Mais alors la question c'est demain comment fait-on par rapport à ça quoi? Est-ce qu'il y a une société de contrôle qui est en train de s'installer? Est-ce qu'il y a une autre possibilité d'avoir une démocratie? On l'a vu que pendant la présidentielle, ce que vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas eu de débat. Quelles sont les pistes éventuellement? Alors moi la première piste c'est celle que je vous indiquais dans la première partie du débat, c'est qu'au moins on débatte. C'est-à-dire qu'on ne passe pas à autre chose comme si rien ne s'était passé. Bon, donc la vocation de ce livre, c'est d'appeler à un grand débat démocratique. Voilà. Alors, ce grand débat, il pourrait prendre quelle forme? Ça doit être à l'Assemblée, ça devrait être une consultation. Je pense que l'Assemblée serait très très bien placée pour l'organiser, effectivement. Mais il faudrait qu'on en fasse ce que j'appelais tout à l'heure un exercice de démocratie réelle grandeur nature, ou de démocratie participative, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait dans toutes les régions des espaces qui soient des espaces dans lesquels on va parler ensemble de ce qui nous est arrivé, avec cette triple vocation dont je parlais tout à l'heure, réparation, réconciliation, réappropriation. Voilà, ça me paraît extrêmement important. Parce que sinon, on aura eu une phase de contrôle extrême avec ces pleins pouvoirs qui ont été donnés à l'exécutif. Et quand on commence à perdre la démocratie de vue, rien ne nous garantit que de manière mécanique, elle va
va se réinstaller. Je pense qu'au contraire, toutes ces lois d'exception que nous avons connues, qui nous ont privés de tout un ensemble de libertés fondamentales, eh bien, elles pourraient devenir la règle si nous ne sommes pas vigilants et s'il n'y a pas ce que j'appellerais une protestation populaire ou une protestation citoyenne visant à dire, bon, eh bien maintenant, il va falloir que tout cela, on en discute ensemble et de cette façon qu'on sorte également de cette période noire dans laquelle on est entré depuis 2015 au moins. Depuis 2015, qu'est-ce qui s'est passé? Les attentats. Il y a eu la période des attentats, oui. Il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu l'épisode Zemmour, de la candidature d'Éric Zemmour, et maintenant il y a eu le Covid. En réalité, c'est le même dommage qui s'est produit pour notre démocratie, c'est-à-dire que tout ça a dressé les gens les uns contre les autres. C'est-à-dire que là aussi, il y a danger pour la démocratie. Les gens, aujourd'hui, dans notre société, sont tellement clivés en identité, en idéologie, en communauté, en tribu, etc., que tout simplement, ils n'arrivent plus à se parler. Alors, on va aller vers quoi? Alors, vers soit une société totale de contrôle, soit un chaos de notre société? Le chaos, la menace de chaos est réelle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les colères sont extrêmement diverses, elles sont irréductibles les unes aux autres, il y a des colères de tous les côtés, on l'a vu à l'élection présidentielle, il y a des colères d'extrême droite, il y a des colères d'extrême gauche. Quand on additionne les votes qu'on pourrait appeler protestataires, contestataires ou anti-système, ces votes gagnent l'élection présidentielle au premier tour. Sauf que ce sont des colères qui ne sont pas compatibles entre elles. Alors sans parler même des abstentionnistes. Certains disent qu'ils pourraient se rejoindre, mais là vous dites non, c'est difficile. Non, je pense que attention. C'est de la politique là. Le front, non, mais effectivement, le front uni des colères, on n'en est pas là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles sont en colère non seulement contre le système, mais elles sont en colère les unes contre les autres. Donc on a cette situation politique qui effectivement est susceptible de nous conduire à un chaos, parce que aujourd'hui les colères se sont ensauvagées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles ne trouvent pas de voix pour se canaliser. Les institutions sont incapables aujourd'hui d'entendre les colères, donc on les laisse se dégrader, exploser de manière toujours plus désordonnée, avec dans une partie de la population tout un ensemble de ressentiments qui sont en train de grandir, c'est-à-dire qu'on est passé, on était il y a quelques années dans le désintérêt vis-à-vis du politique, aujourd'hui c'est le ressentiment vis-à-vis du politique. Il y a beaucoup de gens qui ont un compte à régler avec le politique. Et pourtant ils auraient pu s'exprimer dans les urnes, et plein n'y sont pas allés. Elles n'y sont pas allées parce que la proposition politique en l'état ne correspond désormais plus aux attentes de manière suffisante. 0826 300 300 avec nous pour réagir. C'est Carole. Carole qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Carole. Bonjour Carole. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai pris votre émission tout à fait en cours de route parce que je prenais la voiture et je suis médecin généraliste sur Bordeaux et j'ai trouvé très intéressant ce que disait votre invité. Excusez-moi de ne pas me souvenir du nom. Abdenour Bidar. Abdenour Bidar. Il vous entend. Enchanté. Donc voilà, je voulais faire part effectivement, si ça pouvait intéresser, de mon expérience en tant que médecin. Donc j'ai été travailler pendant le Covid. J'étais médecin généraliste où malheureusement on voyait pas grand monde. Donc la réflexion des gens par rapport à tout ce qui était dit, c'était effectivement la peur. Mais donc il y avait deux problèmes. C'est qu'il y avait d'abord la peur de déranger le médecin généraliste. Parce qu'ils pensaient qu'on était surchargé, et la peur de venir chez nous parce qu'ils pensaient qu'en venant chez nous, ils attraperaient le Covid et ils mourraient. Donc ça a été la première étape. Et ensuite, l'évolution des choses, c'est que effectivement, plus personne, il y a eu beaucoup de conflits dans les familles, il y a eu énormément de conflits entre les gens, et que même maintenant, avec 2 ans et demi de recul, on voit encore des gens très perturbés par ça. Et il ne serre plus la main, il dit juste bonjour de loin. Les enfants qui demandent aux parents de porter le masque parce que sinon ils risquent de mourir. Donc il y a vraiment eu des dégâts collatéraux excessivement importants sur les patients. Et ça me paraissait tellement évident que ça se passerait comme ça. Si on parle de guerre, si on utilise des termes très forts, les gens effectivement ont pris peur tout de suite. Et j'ai du mal à voir comment ils vont se réapproprier tout ça, parce que ça semble bien ancré dans la mentalité, quoi. C'est vrai, c'est ce que disait. Merci de votre témoignage, Carole. Bon courage, vous pouvez reprendre le volant sans problème. Abdenour Bidar. Dans Démocratie en danger, c'est exactement ça que je voulais faire entendre. C'est-à-dire que il y a eu un impact
extrêmement important, causé par la peur. Ouais. Donc quelque chose qui va être durable, ce que j'ai appelé moi des séquelles. La crise a aggravé tout un ensemble, madame en a parlé, de vulnérabilité. C'est pas la même chose d'être confiné dans un tout petit appartement, c'est pas la même chose de pas pouvoir recevoir de visites que d'être confiné de manière privilégiée comme certains l'ont été, même si ça a été extrêmement difficile pour tout le monde. Bon, on sait que les populations les plus vulnérables, les enfants, les personnes âgées, les classes sociales défavorisées, ont subi un impact tel qu'on peut parler véritablement, et c'est pour ça que je dis démocratie en danger, de rupture d'égalité. Véritablement rupture d'égalité. Et donc, par rapport à la question que vous me posez, comment est-ce qu'on va régler ça? Eh bien, la thérapie, c'est d'abord la parole partagée, la parole collective. Retrouver des espaces dans lesquels on va pouvoir les médias mettre la peur à distance. Ça doit en faire partie, les médias, c'est ce que vous évoquez, ça c'est la 9e question, sauf que vous vous interrogez là-dessus, sur justement aussi cette parole dans les médias. C'est-à-dire que je m'interroge sur ce qu'on peut appeler la communication en général, que ce soit la communication politique ou médiatique. On a eu affaire continuellement et de manière unilatérale ou presque pendant la crise à une dramatisation extrême de l'événement. On a tous en tête le vocabulaire qui a été employé, les vagues, les déferlantes, en état de guerre, l'état de guerre, les chiffres extrêmement anxiogènes, etc. Jamais nous n'avons eu, par exemple, de chiffres qui ramenaient la létalité de la maladie à sa juste proportion. Et moi, c'est ce que je fais tout simplement dans le livre. À un moment donné, vous dites au plus haut de la fameuse vague, justement, comme on disait, c'était le terme utilisé, on était à moins de 4% de contamination. Alors, attendez, si vous me permettez, au niveau des chiffres, vous allez sur le site de Santé publique. Bon. Pendant la période de mars 2020 à mars 2022, si on prend pendant cette période la semaine de plus grande létalité, donc de mortalité pour les moins de 39 ans, enfants et adultes jusqu'à moins de 39 ans, on a un taux de mortalité qui est de, je lis, 0,00013%. Et pour la semaine de plus grande mortalité pendant cette période pour les plus de 60 ans, on a un taux de mortalité qui est de 0,02%. Par rapport à ça, qu'est-ce que je dis? Chaque mort est évidemment en trop. Bien sûr. La grandeur de notre société démocratique, c'est de considérer que toutes les vies sont égales et qu'il faut sauver tout le monde. Mais ces chiffres permettent de ramener les choses à une mesure, je dirais, sereine, qui évite de basculer dans la psychose. Ce que dit la dame, c'est-à-dire l'idée que tout le monde va mourir, que dès qu'on s'expose à la présence de l'autre, on est exposé au risque de mort. Ça fait des dommages considérables. Regardez chez les enfants, par exemple. Ils vont grandir avec ça. C'est-à-dire, ils vont grandir avec cette expérience traumatisante. Ils n'ont connu que ça. Voilà. Et là, alors attention, encore une fois, bon, ça s'est passé, c'est comme ça, il fallait réagir à l'urgence. Mais maintenant, on passe à autre chose, ou alors on ouvre partout des espaces de discussion. À l'école, il faut ouvrir des espaces de discussion. Dans les quartiers, dans les communes, dans les entreprises, dans les associations, dans les collectifs, il faut qu'on en parle. Ouais, et avec des personnes aussi capables de tenir justement ces discussions, aussi de les animer. Sereinement. Et vous pourriez en faire partie. Abdenour Bidar, Démocratie en danger. Je vous conseille ce petit livre. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Voilà, et en tout cas, vous parlez 0826 300 300. Merci. Vous pouvez parler sur Sud Radio toute la journée, et en l'occurrence chez Valérie Expert et Gilles Gansman dans quelques instants, qui reçoit l'animatrice Ness. Et puis les criminels les plus cons de l'histoire au tribunal, c'est drôle, c'est le criminologue Alain Bauer qui sera aussi leur invité. Et nous on vous retrouve demain matin. Passez une belle journée, salut.